Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Café des Croissants, une émission de TV Bruit. TV Bruit, c'est une télé associative et participative, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous liker et à faire tous les trucs qu'il faut, à vous abonner, c'est vachement important pour nous. Aujourd'hui à la technique, on a Sacha qui a rejoint TV Bruit justement, salut Sacha, et puis on a Goar aussi. On va vous parler dans les épisodes qui suivent de transport. C'est une thématique qui est importante évidemment dans la campagne municipale. Donc on va parler transport, on va parler piéton, on va parler vélo, on va parler métro, tandis que le tunnelier est en train de creuser là, sous nos pieds la ligne C du métro. Bon, comment on bouge à Toulouse alors ? Ça vibre là, non ? Ça vibre ou pas ? Je sais pas, mais il y a effectivement, comme je le disais en intro, le tunnelier qui est en train de creuser sous nos pieds. Ça devrait être, je sais pas, 30 mètres sous nos pieds. La liaison entre François Verdier, entre Matabio plutôt et François Verdier. Et, on est ici au centre du quartier Saint-Aubin, à la Petite Robe Noire. L'équipe de Jean-Christophe Xavier, par exemple, nous accueille très gentiment. On va vous parler donc de transport avec Benoît. Ici présent, qui est le représentant du comité de quartier Papus. Ah, mais c'est un Jean-Christophe dont je parlais à l'instant. Coucou Jean-Christophe. Et là, il nous rejoindra tout à l'heure. Et puis Boris, qui est le président de Deux Pieds Deux Roues. Donc on va parler vélo, piéton, piétonisation, ou pas le rêve du tout. Et puis d'autres modes de transport. C'est avec toi, Benoît, que j'avais envie de commencer. D'abord parce que tu dois partir éventuellement. Et puis parce que vous avez pris cette initiative, mais Boris, c'était tout à fait, Jean-Christophe aussi, vous le savez. Et puis Goar et Sacha, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Désolée, je ne suis pas en super forme, mais je vais tenir. Donc Benoît, ouais, vous avez fait cet atelier participatif sur les transports. Vous en avez fait un d'abord sur la santé, un autre sur les transports, je crois que c'était le 17 novembre, c'est ça ? 17 novembre, voilà. Et vous en avez sorti un document de synthèse sur les transports sur le quartier. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait ? Et alors, pourquoi c'est important de faire ce genre de choses ? Alors, on n'avait jamais fait d'atelier citoyen de ce type-là. On avait déjà fait, nous, des réunions autour des problèmes, vraiment des problèmes liés au transport, aux circulations diverses et aux pollutions dans notre quartier, qui est quand même particulier, puisque le quartier Papus, Tabar et Bordelongue est un des quartiers les plus pollués de Toulouse, puisque nous sommes sous le couloir aérien, nous sommes bordés par la rocade avec le plus gros taux de pollution, et nous sommes aussi pénalisés du fait d'être un quartier populaire qui a moins d'infrastructures que les autres quartiers. Voilà. Nous, on n'a pas de problème de tunnelier, puisque on ne verra jamais le métro. Le métro, il passe à Bagatelle, mais Bagatelle, c'est à 18 minutes à pied, par exemple, de chez moi, et je ne fais pas 18 minutes à pied pour aller prendre le métro. Donc ça pose d'autres problèmes. On a aussi les inconvénients du développement un peu économique après la catastrophe ASDF, puisqu'aujourd'hui, on a l'Oncopole, on a le choix de la métropole d'implanter un dépôt Amazon à côté du dépôt Tisséo à Langlade, et on a tous les petits vans d'Amazon qui, pour rejoindre le périphérique ouest, traversent en plein milieu de notre quartier, parce que les infrastructures routières d'accès au périphérique n'ont pas été faites. Donc on subit tout ça. Oui, c'est ça. Alors, tu as déjà excellente introduction parce que tu as déjà abordé plein de sujets que je veux voir avec toi. Et effectivement,
d'après ce que j'ai lu, puisque tu m'as envoyé ce document que j'ai trouvé super expert de ce qui s'est produit, de ce que vous avez produit, il y a finalement 3 sujets. Tu me diras si j'ai tout faux, mais donc la pollution, effectivement, et les nuisances, les mobilités douces et les transports collectifs, et puis l'aspect quand même stationnement et l'aspect voiture. Moi, il me semble que ces 3 sujets, de toute façon, elles occupent quand même tout le monde, mais effectivement, en termes de nuisances, là, sur le quartier Papus, entre le couloir aérien et les nuisances de la rocade, on est quand même sur quelque chose de particulier. Comment est-ce que les citoyens le vivent et qu'est-ce qui est ressorti justement de l'atelier par rapport à ce sujet-là, ce sujet des nuisances de la pollution? Les habitants de nos quartiers, ils savent qu'il y a ces nuisances, les nuisances du bruit et de la pollution de la rocade, les nuisances sonores aériennes, mais en même temps, comme ils vivent là, comme c'est leur terre, ils vivent avec. Et ils ont du mal à faire immédiatement le lien entre les deux. Mais aujourd'hui, les immeubles des tours de Bordelongue et de la cité Tabar sont les plus exposés aux pollutions de la rocade. Tout le quartier, nous, est vraiment exposé aux nuisances aériennes. On a une nuisance qui arrive en plus, c'est qu'il y a un projet de construction d'une nouvelle usine chimique sur le site Ariane Group Ipsophène, avec du coup des enjeux de sécurité pour nous, puisqu'on a été les victimes d'AZF. Et justement, au lendemain d'AZF, pour la reconstruction du quartier, il y a de l'industrie qui s'y est mise, ou de l'activité, mais qui génère aussi beaucoup de nuisances pour nous. Les solutions à trouver, les premières, elles sont simples. C'est que pour diminuer la pollution automobile de la rocade, pour que ça soit efficace tout de suite, il n'y a qu'une solution. En premier, c'est de baisser la vitesse. Nous, dans nos quartiers, on est des quartiers très modestes. On sait que les 5000 habitants, ils ne vont pas tous passer à la voiture électrique, même dans 5 ans, même dans 10, et que donc il faut d'autres solutions. Mais la première, pour diminuer la pollution, c'est de diminuer la vitesse, et c'est d'arrêter les vols de nuit, puisque quand même, il y a des études de santé publique qui indiquent que le bruit, même s'il n'est pas toujours vécu comme agressif, il pèse sur la santé, et la santé mentale en particulier. Bien sûr. Et en termes de vitesse, donc on est en train de parler d'un 70 km/h, c'est bien ça. C'est parmi les propositions qui sont faites par les citoyens. Voilà. Et en termes de bruit, parce que tu parlais de ces vols de nuit, alors on pourrait te dire, mais non, normalement, il devrait y avoir de vols de nuit. Sauf qu'en fait, il y a une augmentation du trafic low cost, et donc des retards parfois, et ce qui fait que, en termes de vols de nuit, tu me dis si je me trompe, mais c'est bien ça la question. C'est que souvent, ça empiète finalement sur des horaires qui devraient être maîtrisés. Oui, c'est ça. Après, donc, nous, le comité de quartier est adhérent au CCNAT, qui est le collectif contre les nuisances aériennes, qui, par une action pugnace auprès de l'aéroport et des pouvoirs publics, a réussi à quelques avancées, puisque là, on vient d'avoir une décision positive, par exemple, d'arrêt du vol de nuit de Chronopost en pleine nuit. Ça devrait arriver. Mais effectivement, il n'y a pas de lockout prévu pour l'aéroport. Et on sait que Ryanair et d'autres low cost sont systématiquement en retard. Et même s'ils ont prévu des atterrissages à 23h15, on sait qu'il y a tous les risques que ça soit plutôt à minuit et demi ou à 2h du matin. Voilà. Et là, il n'y a pas de réponse pour l'instant à ces problèmes-là. Donc il y a un tout petit peu de progrès quand même, mais on n'est pas à l'abri, nous, de ces nuisances de nuit qui continuent quand même à nous perturber. Et puis, on parlait aussi, là je te parlais du tunnelier, mais c'est vrai que Papus, c'est pas le centre-ville, c'est pas non plus les quartiers périphériques, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux en termes de transport collectif. Avant de passer à ça, quand même, il y a une question, j'imagine que vous avez fait part de vos inquiétudes à la municipalité, à l'équipe qui est aujourd'hui en place. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Alors, on nous répond que les travaux de diminution, alors sur les diminutions de vitesse du périphérique, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on a vraiment pour la première fois formulé très clairement dans l'atelier citoyen du mois dernier. Jusqu'alors, on était beaucoup plus sur le fait des problèmes déjà de circulation automobile où on voulait un raccordement à la rocade. Ce raccordement à la rocade, c'est clair qu'on nous dit « Ouh, mais ça coûte cher et c'est compliqué », mais en même temps, il n'y a pas de souci pour faire le raccordement de l'échangeur au sud-est de Toulouse. Mais nous, au sud-ouest, pour faire un quart d'échangeur, ah non, c'est trop compliqué, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de programmation. Mais la programmation, elle est très politique, et c'est des volontés politiques qui n'y sont pas de régler ces problèmes-là dans nos quartiers. Oui, alors, du coup, là tu me tends une perche. La différence de traitement selon les quartiers, puisque c'est de ça dont on est en train de parler là. Comment est-ce que tu l'expliques ?
Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui ressort déjà, à des discussions? comment elle se matérialise? Je pense que dernièrement, on a été confronté avec d'autres comités de quartier à des questions de stationnement payant. Puisque concomitamment, on s'est retrouvé, nous, dans la cité Papus, avec Toulouse Métropole Habitat, qui est le bailleur social public de la métropole, qui a décidé de privatiser tous les stationnements publics pour en faire des stationnements privés pour ses locataires et peut-être pour d'autres, si jamais les locataires ne louaient pas toutes les places privées. Mais il va supprimer de l'ordre de 150, 120 places de stationnement public pour les privatiser. Donc ça va concurrencer. Et en même temps qu'il se passe ça, sur un quartier proche qui est Fontaine-Lestan, la mairie étend le stationnement payant. Et la mairie, sur des réunions publiques à Fontaine-Lestan, explique que les gens de Fontaine-Lestan qui ont 2 voitures, et pour qui ça va être un problème, eh bien, ils pourront louer des parkings dans les résidences HLM de nos quartiers. Et donc nos quartiers populaires, Bagatelle, Papus, vont devenir des parkings à voitures des faubourgs. Les gens qui ont les moyens dans les faubourgs vont se payer les 135 € de résidentiel et vont venir en plus louer un parking pour gérer la deuxième voiture. Et nous, eh ben, du coup, on n'a plus d'espace piéton, on a de la pollution supplémentaire qui va arriver parce que des voitures vont arriver en plus. Et la double peine pour ceux qui ont peut-être une voiture et qui ne pourront plus se payer soit se payer le parking. Et surtout avec des gens très modestes, effectivement, voilà. Puisque le prix des parkings proposés par le bailleur social sont à 19 € par mois, soit bien plus cher que le stationnement résidentiel, ici même, en plein centre-ville. Les places qui restent vont être moins chères au centre-ville que pour les locataires de Papus. Et ça, c'est pas admissible. Quelle est la méthode moi, ce qui m'a frappé quand je lis le document, c'est l'expertise, hein, c'est la précision des propositions, mais l'expertise aussi. Et il est clair que tu peux payer des millions une étude, ça ne sera jamais aussi précis que les habitants qui habitent là depuis toujours et qui savent quels sont les enjeux. Pour autant, on a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, ces habitants. Comment tu l'expliques? Alors, peut-être que je me trompe, vous êtes écoutés. Non, on n'est pas écoutés. Ouais. Alors, le pourquoi et comment, c'est très compliqué, parce que je pense que c'est quelques choix politiques, mais au-delà de ça, c'est la malédiction un peu des quartiers populaires, ouais. Puisqu'on a eu, mettons, il y a une dizaine d'années, une étude pluridisciplinaire de la fac Jean Jaurès, qui s'appelait l'étude RECA, qui est venue mesurer ces problèmes de pollution, de circulation. Il y a une géographe qui a fait sa thèse de doctorat sur le fait que les habitants et les urbanistes, généralement, avaient la même expertise et tombaient d'accord, mais les élus et la technostructure de l'État et de la métropole et de la mairie faisaient que les propositions des habitants soutenues par les urbanistes n'étaient pas retenues. Et là, c'est une vraie question. Pourquoi ? Et ça, c'est dans les quartiers populaires, et typiquement des quartiers populaires, comme si, parce qu'on était un quartier populaire... Il n'y a pas la compétence ou il n'y a pas Voilà, il n'y a pas la compétence. Et on le voit sur d'autres sujets. Par exemple, à aucun endroit en dehors de nos quartiers, la mairie se serait autorisée à... arracher l'équivalent de la place du Capitole en surface pour faire des parkings. Ils ont fait ça il y a 10 ans, alors que nous, on ne disait pas d'artificialisation. Alors maintenant, ils ont changé de dogme, c'est qu'au lieu de faire l'artificialisation, ils font la privatisation. Mais c'est les mêmes logiques, c'est de faire des parkings affectés aux appartements, parce que par contre, là, il y a une volonté politique de vendre les appartements HLM pour gentrifier le quartier. Mais bon, ça ne marche pas. Mais tout ça est inscrit dans des lois, la loi ZAN, plusieurs lois, la loi Elan, ont inscrit le fait que pour que les quartiers populaires aient des bénéfices et de l'argent de la rénovation urbaine, il fallait vendre des appartements et vendre des HLM. Ouais. Et ça, effectivement, c'est incompréhensible. Et ça, on le subit, nous, vraiment de façon très forte dans le quartier. Ouais. Est-ce qu'il y a justement une union des quartiers puisque c'est vécu, comme tu le disais, dans plusieurs quartiers populaires, hein, cette histoire de mépris de classe, finalement, on peut en parler? On peut dire mépris de classe? Oui. C'est un mot, c'est une expression qui est utilisée? Alors, ça l'est un peu, mais comment dire, c'est une condescendance. Moi, l'élu, la maire de quartier, quand elle nous parle, quand elle fait des réunions, et qu'à des moments, on pose des problèmes aussi simples que ça, on peut entendre, mais oui, mais vous ne comprenez pas. D'accord. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas les outils de compréhension. Par exemple, chez nous, ils veulent faire 2 routes. Bon, il y en a une, ils l'ont un peu abandonnée pour en faire juste de la circulation douce, mais ils avaient inscrit dans des plans de faire 2 routes. Elles ne servent à rien. Et on a démontré qu'elles ne servaient à rien, qu'elles allaient coûter cher, mais
c'est pas ça, vous comprenez pas, parce que ces routes-là, elles servent à désenclaver les quartiers. Désenclaver. Alors là, entre-temps, en plus, il y a eu un changement, après l'explosion d'AZF, tout a changé. Et un jour, la maire de quartier a dit, mais si, ça permet de désenclaver la zone franche urbaine. Désenclaver la zone franche urbaine, c'est-à-dire faciliter le transit de tous les camions Amazon qui passent à travers le quartier. Et voilà, on a inversé le paradigme. C'est qu'au départ, c'était pour aider les quartiers populaires, et au final, c'est pour aider le commerce à les traverser le plus vite possible. Voilà. Oui. Il y a un autre président qui nous a rejoint. Je te parlais de toi tout à l'heure, Jean-Christophe. Tu peux venir t'asseoir avec nous, peut-être, à la table. Pardon pour la toux. Donc Jean-Christophe, qui est président de l'association des commerçants de ce quartier Saint-Aubin, de centre-ville, qui effectivement a d'autres problématiques que les quartiers périphériques de la ville. Mais peut-être, tu peux intervenir dans cette discussion aussi si tu y vois des points communs. Moi, j'avais une autre question par rapport à la problématique, la relation avec les politiques. Et là, peut-être que tu pourras, toi aussi, enchaîner. Est-ce que tu as vu une différence, ou vous avez vu une différence, entre ce mandat et le précédent ? Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse depuis 11 ans, je crois, plus de 11 ans. Est-ce que tu as le sentiment d'une évolution, d'un progrès, ou au contraire d'une moindre écoute ? Comment est-ce que vous ressentez les choses ? Alors, moi, sur le mandat de Pierre Cohen, moi, je n'étais pas investi dans le comité de quartier, j'étais habitant du quartier. Ce qu'on avait vu quand même à l'époque, c'est que il y avait un urbaniste qui avait, donc le cahier des charges avait été fait par la municipalité de Pierre Cohen, et qui avait mené vraiment des concertations très intéressantes, justement, autour de la requalification un peu du quartier, mais surtout au niveau des mobilités douces, au niveau du patrimoine vert du quartier à renforcer, et avait mené des projets. Et ces projets-là, même si le même architecte urbaniste a été reconduit, en gros, on lui a quand même coupé la moitié du cahier des charges, et ce qu'il en a resté, aujourd'hui, a perdu tout le sens global qu'il y avait autour, effectivement, d'une volonté quand même de repenser la ville de façon plus durable, plus verte, et ça, plus agréable. Ça a totalement changé. Voilà. Après, le contenu, les relations, moi, j'étais pas à l'époque dans ce cadre du comité de quartier, donc là, je peux pas en parler. Mais en termes de mandat, là, de ce dernier mandat, est-ce que tu as vu une évolution dans ces dernières années, quoi ? Alors, comment dire, d'un mandat Moudin à l'autre, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup changé, parce que nous, les grandes décisions qu'on attendait sur le dernier mandat, c'était qu'il puisse y avoir dans le quartier Papus une vraie maison de quartier pour les associations, qui puissent avoir des lieux pour se retrouver, une convivialité retrouvée, un espace vraiment dédié aux rencontres, etc. Et au moment des élections municipales, on a eu la réponse, c'est que la mairie, à la fin du premier mandat, a fait un pôle senior et une salle polyvalente. Ça, c'est une réponse. Très bien. En termes d'écoute, au moins, les choses sont claires. Ce qui est ressorti aussi quand même de ce travail que vous avez mené, c'est le CERM. Enfin, le CERM. Le CERM, c'est le service express, j'ai plus les mots, mais régional métropolitain, je te remercie, dans lequel il y a plusieurs choses, mais surtout beaucoup de multimodalités, justement, de transport, dont le RER toulousain, et c'est porté par une association qui s'appelle Rallumons l'étoile. Et c'est quelque chose qui est sorti parce que il y a le rêve qui existe, donc le réseau express vélo, mais la demande qui a été faite dans le quartier, c'est finalement un réseau secondaire qui ne serait pas express, celui-ci, et qui pourrait permettre aux gens de Papus d'aller à vélo dans d'autres quartiers. J'ai bien compris ? Alors, plus qu'à vélo, puisque nous... Boris, bien sûr, tu peux intervenir. Des habitants des quartiers populaires, qu'ils soient locataires HLM ou qu'ils soient pavillonnaires, comme moi je le suis, ils ont la préoccupation
du défi climatique et de la transition écologique en tête. Tout le monde. Ils le comprennent. Tout le monde le comprend. Ouais. On avait fait justement, on avait fait des rassemblements ou des petites marches pour le climat dans notre quartier pour sauver ces espaces verts à l'époque, et tout le monde était venu. Et ça, c'est, y compris des jeunes, tout ça, c'était très intéressant. Donc on sait que nous, tous les habitants, ils pensent. Et donc on l'a vu un peu sur les voitures, mais au-delà des voitures, tout le monde comprend bien qu'il y a des choses à faire progresser. Dans le quartier, nous, et c'est assez exceptionnel, mais personne ne le sait, on a une gare. Il y a la gare Gallieni, qui est une halte là, actuellement, et qui pourrait tout à fait, dans un avenir un peu à moyen terme, être une alternative justement pour nous, parce que d'avoir une gare, si elle est inscrite dans un réseau express régional de train, avec une station vélo Toulouse qui est dans le parking de la halte actuellement, on en a un autre ou deux autres dans le quartier, ça permettrait d'imaginer de pouvoir aller en vélo jusqu'à la gare, de la gare à Matabio, et Matabio-Saint-Aubin, on n'est pas loin, avec la 3e ligne de métro. Alors qu'aujourd'hui, Papus-Saint-Aubin, on prend soit le 13 pour aller à Bagatelle, prendre le métro pour aller à Jean Jaurès, et soit marcher à pied, soit reprendre Jean Jaurès, François Verdier pour venir à Saint-Aubin. Donc voilà, il y a d'autres modalités, mais la question, c'est justement d'articuler les différents modes. Et ce qu'on a retenu, nous, la première chose, c'est un ticket unique pour le vélo, le bus et le train, parce que ça peut être fait quand même très vite, et ça, on y tient, parce que déjà, prendre le train, nous, ça ne peut pas se faire avec un ticket de métro, donc ça ne va pas. Le vélo, c'est pareil. Vélo, métro, pour que ça marche, il faut que ça soit le même ticket. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ensuite, sur le vélo, tarification unique. Et sur le vélo, donc on a le Rêve Vélo qui passe route de Seyss. On voit tous les avantages d'infrastructures un peu lourdes autour de ces nouveaux moyens de transport, puisque déjà, les gens utilisent plus facilement le vélo, mais c'est surtout que ça a pacifié la circulation automobile. Alors qu'avant, c'était un endroit d'une grande dangerosité. Le fait de donner dans les infrastructures la priorité mobilité douce et au vélo, ça calme la circulation, ça évite les incivilités de conduite, même si on en voit encore des fois dans nos quartiers. Et on voit que quand il y a les infrastructures, ça marche. Et sur les infrastructures vélo, par contre, nous, on a une qualité verte du quartier extraordinaire, mais en dehors du réseau Rêve, il n'y a pas un sous-réseau de la ville vélo. Parce que, par exemple, pour faire de la fac, le Rêve vélo ne passe pas à la fac Jean Jaurès. C'est incroyable, alors qu'il y a tous les étudiants qui sont là. Alors, pour faire la fac Jean Jaurès, le centre-ville, moi j'aimerais et je rêverais que les étudiants passent dans Papus, parce qu'ils vont passer dans une allée où il y a des platanes centenaires pendant 200 mètres. Ensuite, ils peuvent traverser des rues en pavillonnaire où il peut y avoir des vélorues. Ils peuvent ensuite rejoindre la digue et de la digue arriver à la prairie des Filtres. Et ça, par contre, c'est pas pensé. Et demain, avec la 4e passerelle, par exemple, sur l'île, ça peut permettre de faire faculté Jean Jaurès, faculté Paul Sabatier en vélo. Alors qu'aujourd'hui, il y a un rêve prévu le long du périphérique, mais on ne sait pas où il passe. Alors que sur un réseau secondaire qui dessert les lycées, les facs, c'est ça l'avenir, quoi. C'est vraiment que la jeunesse puisse s'emparer totalement du vélo, parce que le défi et de ne pas avoir forcément une autoroute vélo, mais voilà, plus des la question de l'abandon des voitures se fera dans la transition générationnelle. On a même pensé, mais moi, alors ça, il paraît que ça pose beaucoup de soucis. Moi, je voulais qu'il y ait des garages. Qui te dit que ça pose beaucoup de soucis? Je ne sais pas, des enseignants. Parce qu'on voulait des garages à vélo au collège. Parce que les collèges, par exemple, aujourd'hui, les enfants de chez nous ne vont jamais en vélo au collège, parce qu'au collège, il y a une cour à vélo, mais aucun enfant n'est sécurisé de retrouver son vélo à la sortie. Moi, je trouve que ça serait bien que dans les lycées et collèges, il y ait des casiers à vélo individuels, comme ils ont des casiers pour les affaires, la trousse. Il y en a en lycée. Et bien, que des casiers individuels à vélo, il y en a dans tous les lycées, dans tous les collèges. Et ça éduque la jeunesse à utiliser d'autres formes de mobilité articulées, pareil avec le train de métro, le bus. Oui. Et on voit que vous manquez pas d'hiver. Oui, j'allais y venir aussi au transport en commun. Mais tu voulais intervenir, je crois, Jean-Christophe, tu avais quelque chose à dire. Non, mais il se trouve que j'ai fait partie des gens qui ont travaillé à Rallumons l'Étoile. Et effectivement, développer un RER toulousain, il ne faut pas se leurrer, ça reste une affaire complexe, c'est du transport lourd. Et il y a 2 points, moi, que j'avais identifiés. D'abord, le fait qu'il faut quand même rester raisonnable et donc avoir un réseau qui soit ramassé, c'est-à-dire petit en diamètre le plus petit possible.
pour pouvoir rentabiliser le nombre de passagers par rame. Et la deuxième chose que j'avais quand même bien vue, c'est que effectivement, dans la stratégie des petits pas, il faut essayer de trouver la première porte à ouvrir. Et la première porte à ouvrir, c'est pour ça que je réagissais, me paraissait être le ticket unique. Parce que lui ne nécessite pas d'investissement. Enfin, je veux dire, c'est purement administrativo-économique. Il y a quand même une billetterie à mettre en place. Oui. Mais c'est pas la même chose que de construire une voie. C'est ça, on devrait y arriver. Et donc ça me paraissait très intéressant comme point de vue. Et puis bon, moi après j'ai quitté Rallumons l'étoile pour faire d'autres choses. Donc, mais pourquoi, là je pose la question à tous les trois, parce que De Pied-de-Roue soutient aussi Rallumons l'étoile. Pourquoi est-ce que ça bloque à Toulouse, le CERM? Enfin, c'est un projet, ce type de projet existe dans d'autres villes où ils ont avancé. Alors, des projets de cette ampleur-là, il en existe dans d'autres villes, oui. C'est toujours difficile à mettre en œuvre pour des raisons parfois purement institutionnelles, parfois pour des raisons budgétaires. Pour des raisons politiques. En tout cas, la politique est ainsi faite en France que depuis les histoires de décentralisation, les trains ont été confiés aux régions. Et que les transports métropolitains hors train sont confiés aux métropoles et que donc il y a besoin d'un accord puissant entre les métropoles et les régions pour arriver à faire un RER en France. Ce qui est un peu agaçant. Si on ajoute à ça le système électif des élections des métropoles, ou comme à Toulouse, où en fait, en vrai, le président de Toulouse Métropole est élu par les Toulousains et pas par les banlieusards. Ce qui est purement mécanique, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, Toulouse, 500 000 habitants, la métropole, 750 000, 500 000, ça pèse plus que la moitié. Et donc, mécaniquement, et moi je ferais pareil, et donc le maire de Toulouse défend évidemment ses électeurs, qui sont les Toulousains. Et je veux dire, on ne peut même pas lui en vouloir. C'est les institutions qui le veulent. Si, on peut aussi lui en vouloir. Oui, enfin, je veux dire que... Non, parce que défendre les Toulousains, c'est pour moi aussi avoir l'ambition de ce type de projet. J'entends, si tu en as fait parler, c'est pas pour rien. J'entends bien, mais un élu, il regarde ses électeurs. Enfin, moi, j'ai fait un peu des campagnes municipales. Je vois très bien. Je veux dire, au bout du chemin, c'est encore là. Après le chemin, c'est plus là. Ah ben, je m'arrête. Je vais pas parler à l'autre parce que ça sert à rien, parce qu'il peut pas voter pour moi. Oui, ça c'est de la politique petite politique. Oui. Boris, tu voulais... Oui, je voulais intervenir sur les réseaux secondaires, en fait. Effectivement, sur ce mandat, je dirais qu'il y a une certaine augmentation du budget affecté aux aménagements cyclables, mais qui a été principalement affecté au développement du réseau Express Vélo. Et donc, tous les autres réseaux, que ce soit réseau secondaire de quartier ou réseau vert, finalement, d'une certaine façon, étaient laissés de côté. Ouais. Donc, effectivement, malheureusement. Il y a un gros investissement sur certains projets, on le sait bien, celui du métro, celui du rêve, qui se voient, qui sont très importants, mais au détriment de... Une dernière question, parce que je sais que tu dois partir, Benoît. Est-ce que vous avez rencontré les différents candidats? Est-ce que vous allez les rencontrer? Qu'est-ce que vous allez organiser autour de ça? Alors, dans le cadre des municipales. Notre ambition au niveau du comité de quartier, justement, c'est d'abord d'avoir recueilli la parole des habitants, de l'avoir mise en forme autour de ces 3 ateliers citoyens, et peut-être un 4e qui prendra une forme différente sur le bien vivre ensemble en intergénérationnel, où on veut essayer de recueillir la parole des jeunes, parce qu'elle n'est pas facile à recueillir, et la parole des anciens. Et avec ça, peut-être de réfléchir aussi à comment, justement, on fait quartier. Et ensuite, notre ambition, on l'avait déjà fait, c'est de restituer ces ateliers, de poursuivre l'échange avec nos adhérents et avec les habitants du quartier, devant les candidats, qu'ils écoutent d'abord, puisqu'on a expérimenté ça une fois, et on a trouvé ça très, très productif, que ce soit les candidats aux élections qui écoutent les habitants, et qui répondent ensuite, et pas de demander aux candidats de dire ce qu'ils proposent et que les habitants écoutent. Voilà. D'organiser un moment d'écoute. Et après, nous, on a une culture
de la mobilisation, entre guillemets, où on sait que tout ce qui se passe, on le gagne si on arrive à faire collectif et à mobiliser les gens. Et à ce titre-là, quand même, moi je tiens à citer un exemple parce qu'il nous concerne sur les transports, c'est qu'au moment des travaux sur la rue Saint-Michel, la mise en sens unique, il y a eu l'arrêt du Linéo 4 qui à l'époque passait rue Saint-Michel et venait à Esquirol puis au Courdillon. Et cet arrêt du Linéo 4 nous a beaucoup coûté parce que c'était enfin un bus qui arrivait en centre-ville. Et pour beaucoup d'habitants, moi j'en fais partie, mais même des personnes avaient un peu de difficultés de mobilité, les anciens, etc., prendre du bus, descendre avec un ascenseur à un réseau, à un échelon, à un étage du métro, prendre un autre ascenseur pour descendre au suivant, de remonter, escalier mécanique ou ascenseur, venir en ville est un vrai défi. Alors que quand on a des bus qui arrivent en ville, ça change la vie. Et un collectif rue d'Orbesson, avec le soutien des comités de Croix-de-Pierre, de Papus à Barre-Bordelongue, on a réussi à faire vivre une pétition qui a été portée et soutenue par l'OTAT, qui représente les usagers à Tisséo. Et Jean-Luc Moudin a répondu, effectivement, et nous a écrit qu'à la fin des travaux, il était d'accord pour que le Linéo 4 revienne en centre-ville. C'est une promesse. Et ça arrive le 22 décembre. Donc voilà, parce que les travaux sont finis. Et sur les transports en commun, on a un autre souci, nous, c'est que dans les cités habitent beaucoup de travailleurs de la deuxième ligne qu'on a bien repérés pendant le Covid. Et les dames de ménage, quand elles partent faire le ménage à 6h15 le matin, il n'y a pas les bus. Effectivement, il n'y a pas toujours les bus. Et quand il y a les bus, elles les organisent un peu, mais quand il y a vacances scolaires, il faut se lever au moins une demi-heure plus tôt pour avoir le bus d'avant, parce que le bus d'après, il amène en retard au travail. Et ça ne va pas. Donc, sur le cadencement du bus numéro 13, on a une demande d'augmenter le cadencement et surtout qu'il soit le même pendant les vacances scolaires, parce que eux, les travailleurs, ils travaillent pendant les vacances. Oui, c'est ça. Donc, les quartiers ont une voix, elles l'ont exprimée, et il faut espérer effectivement qu'au prochain mandat, on fasse vivre ces propositions. Comment dire Ce qui est important de toute manière, c'est que les habitants, avec les associations, parce que je crois beaucoup à la démocratie associative, puissent justement continuer à élaborer, à proposer leurs solutions. Et même si ça met du temps, c'est celles-là qui sont les vraies solutions. Et c'est là où sont les vraies expertises du quotidien. Mais comme tu le disais, ce qu'il va falloir faire péter quand même, c'est cette espèce de condescendance. Les experts, c'est nous. Oui, les experts, c'est nous. Okay. Merci beaucoup. À vous, merci beaucoup, Benoît. Merci. Donc rejoignez-nous sur YouTube et toutes les autres chaînes. Hein. J'imagine que tout va s'afficher, hein, Gouard. On affiche tous les liens. Super. Et puis vous pouvez toujours venir aussi nous voir, comme l'a fait Sacha. Merci Sacha pour aujourd'hui. Venir nous voir à TV Bruit, qui est une télé, je le rappelle, participative. À bientôt. Au revoir.